Bonjour, alors cette vidéo est une vidéo d'introduction au TD numéro 6 et dans ce TD on revient sur la loi de Boltzmann et on va la généraliser à la loi de ce qui s'appelle Boltzmann-Gibbs. Donc dans cette première vidéo on fait une introduction et ensuite il y aura 3 exercices d'application de cette loi de Boltzmann-Gibbs. En particulier, on va considérer ce qui s'appelle l'ensemble grand canonique en physique statistique. Dans les TD précédents, on a beaucoup étudié le modèle d'un gaz parfait. Un gaz parfait, eh bien, c'était un certain nombre de particules, grand N, dans une enceinte de volume grand V, et on appelait E l'énergie totale, qui est la somme des énergies de chacune des particules. Grand E est l'énergie totale du système. Et le système étant isolé, ces 3 quantités, énergie, volume et nombre de particules, sont supposées être des quantités conservées au cours du temps. Ce sont des propriétés de ce modèle physique. Et a priori, ce sont les seules quantités conservées. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, les particules bougent au cours du temps et s'entrechoquent entre elles, donc elles échangent de l'énergie. Donc l'énergie individuelle n'est pas conservée, seulement l'énergie collective, la somme des énergies est conservée. Et même ces chocs sont chaotiques, imprévisibles. Et donc à part ces 3 valeurs, tous les autres paramètres physiques du système sont supposés être imprévisibles et totalement chaotiques. Voilà, on suppose donc qu'il n'y a que ces 3 grandeurs physiques qui sont conservées au cours du temps, bien que le système soit caractérisé d'un point de vue microscopique par un grand nombre de paramètres comme la position et l'impulsion de chacune des particules. Par conséquent, pour une valeur donnée de ces 3 paramètres, il y a un nombre énorme de configurations possibles, qu'on appelle n calligraphique de EVN. C'est le nombre d'états accessibles pour une valeur précise de E, V et N. Et à partir de ça, on a pu considérer l'entropie en prenant le logarithme de ce nombre de configurations et en multipliant par une constante très petite qui est la constante de Boltzmann. D'un point de vue théorie de l'information de Shannon, cette expression de l'entropie, c'est l'entropie pour une loi de probabilité où toutes ces configurations accessibles sont équiprobables. Et une propriété importante à remarquer sur cette expression de l'entropie, c'est que si on considère 2 systèmes ensemble, par exemple 2 enceintes contenant des particules, et que dans la première enceinte, il y a un certain nombre d'états accessibles qu'on appelle N1, et dans la deuxième, un certain nombre de configurations possibles qu'on appelle N2, et bien, tout simplement par une raison de combinaison, le nombre de configurations pour le système total, ce sera le produit des configurations. Parce qu'on peut imaginer que là, si on a une configuration A ou B, et ici A' ou B', eh bien, on peut avoir les configurations AA, ou AA', ou AB', ou B' ou BA' ou BB'. Voilà, donc c'est le produit. Et donc pour l'entropie totale, d'après cette règle tout simple que le log transforme le produit en somme, eh bien l'entropie totale est la somme des entropies. Donc lorsqu'on considère l'union de plusieurs systèmes, l'entropie est une quantité qui s'additionne, et on dit en physique statistique que c'est une quantité extensive. Et alors, on a déjà vu l'utilité, mais on le rappelle, à partir de cette fonction entropie qui dépend de ces 3 grandeurs physiques, l'énergie, le volume et le nombre de particules, eh bien on considère les dérivées partielles qui caractérisent donc comment l'entropie varie par rapport à ces 3 variables, et cela définit des grandeurs importantes. La dérivée partielle de l'entropie par rapport à l'énergie, ça donne l'inverse de la température. Ensuite, connaissant la température, la dérivée de S par rapport à V, ça donne la pression.
Et la dérivée de S par rapport à N, ça donne le potentiel chimique, plus précisément moins mu sur T. Et donc, on observe que la température, la pression et le potentiel chimique sont respectivement associés aux variables énergie, volume et nombre de particules. Et la signification dynamique de ces grandeurs, température, pression et potentiel chimique sont les suivantes, mais on va le réexpliquer un peu plus tard, en plus grande généralité. C'est que si on considère deux enceintes en contact qui contiennent des gaz parfaits, eh bien on peut imaginer que les parois ici ne sont pas isolées et que l'énergie seulement peut être transférée entre ces deux enceintes. Donc ça signifie par exemple que des particules de la première enceinte peuvent taper sur le bord et ça va transmettre de l'impulsion aux particules de la deuxième enceinte et donc transmettre de l'énergie, sans qu'il y ait transfert de particules ni changement de volume. On dit que les deux systèmes peuvent échanger de l'énergie. Et bien dans ce cas, on va l'expliquer ensuite, mais on observe que si initialement par exemple la température T2 est plus grande que la température T1, ça veut dire que là les particules sont plus agitées, et bien cette agitation va être transmise à gauche. Autrement dit, de l'énergie va être transférée sous forme de chaleur du système 2 vers le système 1, et ce transfert va s'arrêter lorsque l'équilibre va être atteint, mais l'équilibre va être caractérisé par le fait que les températures sont égales, et non pas les énergies égales, seulement les températures égales. Et voilà pourquoi cette notion de température est importante, car lorsqu'elles sont différentes, il y a un déséquilibre, et l'équilibre est atteint lorsque les températures sont égales entre différents systèmes. Et donc ce déséquilibre de température est lié à un échange d'énergie. De façon complètement analogue, si on imagine maintenant deux enceintes contenant des gaz parfaits, mais qu'elles peuvent échanger du volume. Alors échanger du volume, ça signifie tout simplement qu'il y a une sorte de paroi amovible, comme ici en rouge, qui peut se déplacer vers la gauche ou vers la droite. Se déplaçant vers la gauche, le volume V1 diminue et le volume V2 augmente. Donc on dira que le système 1 donne du volume au système 2. Et bien de façon complètement analogue, si on suppose qu'initialement la pression P2 est plus grande que la pression P1, vous imaginez que ça va faire que la paroi est poussée vers la gauche, donc se déplace vers la gauche, et par conséquent, le système 1 donne du volume au système 2, et l'équilibre va être atteint quand les deux pressions sont égales. Et dernière considération, on a la même situation avec la notion du nombre de particules, qui est la dernière quantité conservée et considérée ici. Donc on a encore deux enceintes en contact contenant des gaz parfaits, et cette fois-ci on peut supposer qu'elles peuvent échanger des particules. Donc pratiquement, il faut que la paroi soit poreuse, ça veut dire qu'il y a des petits trous qui laissent passer les particules d'une partie à l'autre. Mais on suppose que la paroi est isolée, donc elle ne laisse pas passer de l'énergie directement, ni elle est rigide, donc le volume est inchangé. Alors, en supposant que au départ, le potentiel chimique mu2 est plus grand que le potentiel chimique mu1, eh bien, il y aura en moyenne un transfert de particules du système 2 vers le système 1 à travers la paroi poreuse, jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint, et cet équilibre est caractérisé par le fait que les deux potentiels chimiques sont égaux. Donc c'est à ce moment-là que le transfert des particules s'arrêtera, et non pas lorsqu'il y aura le même nombre de particules, seulement lorsque les potentiels chimiques seront égaux. Donc vous voyez bien l'analogie entre les trois descriptions, où à la température est associée la quantité à l'énergie est associée la quantité température, au volume est associée la pression, et au nombre de particules est associée la notion de potentiel chimique. L'équilibre est atteint lorsque
les paramètres température, pression et potentiel chimique sont égaux entre les deux systèmes. Et vous voyez une petite subtilité là, c'est que dans le premier exemple, il y a échange d'énergie du système 2 vers le système 1 si T2 est plus grand que T1. D'accord? Et ici, par contre, il y a échange de volume du système 1 vers le système 2 si P2 est plus grand que P1. Et cette différence de sens vient du fait que entre ces deux définitions de la température et de la pression, eh bien, la température ici est au dénominateur alors que la pression est au numérateur. Et donc, il faut bien comprendre que 1 sur t comme fonction de t, c'est une fonction décroissante, alors que p sur t comme fonction de p, c'est une fonction croissante. Donc, de là vient ce changement de sens. Et finalement, pour le dernier exemple, eh bien, de même, il y a échange de particules du système 2 vers le système 1 si mu2 est plus grand que mu1. Et la raison, c'est que la fonction moins mu sur t, c'est une fonction décroissante de mu. Alors ces définitions, ce sont des raisons historiques qui ont défini les paramètres associés par 1 sur t, p sur t et moins mu sur t pour correspondre à des définitions antérieures de température, pression et potentiel chimique. Une dernière remarque importante, c'est que les deux systèmes ne sont pas forcément identiques, ils peuvent être très différents, et en particulier, un des deux systèmes peut être très grand par rapport au premier. On peut imaginer par exemple que ça c'est votre maison, et ça c'est l'extérieur, c'est l'atmosphère terrestre, et donc ici lorsque par exemple votre maison est mal isolée, il peut y avoir échange d'énergie avec l'extérieur, et bien s'il fait très chaud dehors, il y aura un transfert d'énergie vers l'intérieur, ça va réchauffer votre maison. Donc la température va augmenter dans votre maison jusqu'à l'équilibre, mais ça ne va pas changer la température extérieure, parce que le système extérieur est beaucoup trop grand. Et bien plus généralement, lorsque le deuxième système est très grand, on dit que c'est un réservoir d'énergie, ou un réservoir de volume, ou un réservoir de particules, et c'est un thermostat. Ça veut dire que les paramètres température, pression et potentiel chimique restent constants lors des échanges. Ils restent constants en première approximation, bien sûr, et il n'y a que pour le système étudié que ces paramètres peuvent changer. Et donc, lors des échanges, ces paramètres extérieurs, ils sont constants et ils imposent l'équilibre qui sera atteint par le système considéré. Par exemple ici, si la température extérieure est fixée, eh bien, il y a échange d'énergie jusqu'à ce que T1 égale T2, la température extérieure. Alors voici comment généraliser tout simplement ces constats et les expliquer surtout. Donc si on considère un système physique, un système en physique statistique, donc qui est très compliqué, donc il y a du chaos, etc. Mais pour des raisons physiques, il y a des quantités conservées, qu'on appelle Q1, Q2, etc. Donc dans les exemples précédents, ces quantités conservées sont respectivement l'énergie, le volume, le nombre de particules. Et on pourrait avoir d'autres quantités conservées, comme la charge électrique ou d'autres choses selon le système physique considéré. Eh bien, pour une valeur fixée de ces grandeurs conservées, on compte le nombre d'états possibles du système, qui peut être énorme, et qu'on appelle grand N, et donc on voit ce nombre d'états comme une fonction de ces grandeurs conservées. On prend le logarithme, on multiplie par la constante de Boltzmann qui est toute petite, c'est juste un changement d'échelle, et ça définit l'entropie, qui est une fonction de Q1, Q2, etc., des quantités conservées. Et ce qui est important, c'est de savoir comment l'entropie varie lorsqu'il y a variation de ces quantités conservées, et donc on considère les dérivées partielles de l'entropie par rapport à ces quantités conservées. C'est ce qui forme la différentielle de la fonction entropie. Et ces dérivées partielles sont notées kappa-j pour la dérivée partielle de l'entropie par rapport à la quantité conservée Qj. Et ces
paramètres kappa-j sont elles-mêmes bien sûr des fonctions de QJ, et on appelle ça le potentiel. Kappa-j est appelé le potentiel associé à la grandeur QJ. Donc en particulier, on l'a vu, le potentiel associé à l'énergie, c'est 1 sur T. Le potentiel associé au volume, c'est P sur T. Et le potentiel associé au nombre de particules, c'est moins mu sur T. Alors, il y a les deux phénomènes universels suivants qui sont importants à comprendre et à apprendre. Lorsqu'on considère deux systèmes en contact, un peu comme schématisé sur cette figure, deux systèmes, et supposons que ces deux systèmes peuvent échanger une grandeur physique conservée nommée QJ, et avec des potentiels associés appelés kappa-j pour le système 1 et kappa-j pour le système 2. Kappa-j étant défini par cette dérivée partielle. Supposons que, à l'instant de départ, eh bien, le potentiel kappa-j du système 2 est plus grand que le potentiel kappa-j du système 1, alors, au cours du temps, il y aura transfert de la grandeur physique QJ du système 1 vers le système 2, jusqu'à atteindre une situation d'équilibre qui correspond au moment où les potentiels sont égaux. Donc c'est ce qu'on a vu, par exemple, avec ici l'échange de volume, ou l'échange d'énergie, ou l'échange de particules, et les potentiels, température, pression, potentiel chimique. Alors voici la démonstration de cette propriété très importante, et cette démonstration est expliquée aussi avec l'aide de cette figure que l'on commente maintenant. Eh bien, lorsqu'on considère les deux systèmes ensemble, ils sont en contact et peuvent échanger la grandeur QJ, qu'on note Q pour simplifier, mais cette grandeur est une quantité conservée pour le système total, si bien que la somme de Q du système 1 plus Q du système 2, qu'on note Q total, est constant au cours du temps. Et si on note N1 le nombre de configurations du système 1 et N2 le nombre de configurations du système 2, alors pour des raisons de combinatoire, le nombre de configurations totales, c'est le produit des nombres de configurations, comme les deux systèmes sont quasiment indépendants l'un de l'autre. Et par conséquent, l'entropie totale, qui est le log de ce produit, c'est la somme des logs, et donc c'est la somme des entropies. Et ces entropies, on les voit comme fonction, l'entropie du système 1 comme fonction de Q1, et l'entropie du système 2 comme fonction de Q2. Mais Q2 n'est pas indépendant de Q1. Q2, c'est la constante Q totale moins Q1. Et donc on peut voir ainsi l'entropie totale comme une fonction de Q1 qui dépend de cette façon-là de Q1. Voilà pour cette relation simple, mais pour la représenter graphiquement, voici comment on peut faire. Donc pour le système 1, l'entropie S1 est une fonction de Q1 qui est la grandeur dans le système 1. Et en général, on peut supposer que cette entropie augmente lorsque Q1 augmente. Donc c'est une fonction représentée comme ça. Et par définition, ce qu'on appelle le potentiel, c'est la dérivée de cette fonction. Donc ici, on a représenté par exemple le potentiel kappa 1 pour le système 1 à cette valeur de Q1, et ici kappa 1 pour cette haute valeur de Q1. Alors vous voyez ici, la pente est plus grande, donc le kappa 1 ici est plus élevé que le kappa 1 ici. Mais on s'intéresse aussi à l'entropie S2 du système 2 comme fonction de Q2. Et donc c'est le graphe représenté ici, sauf que, attention, on a mis les axes orientés autrement. Donc S2 ici est fonction de Q2 ici, et c'est une fonction similaire croissante et convexe. Mais Q2, comme on l'a dit, n'est pas indépendant de Q1. Q2, c'est la constante Q totale moins Q1. Donc on l'a écrit ici. Et c'est pour cette raison qu'on a orienté l'axe de Q2 vers le bas, opposé à l'axe Q1, de façon à ce que lorsque Q2 augmente, vous voyez, eh bien Q1 diminue. Et donc, horizontalement, on peut être à différentes valeurs de Q1, et la valeur Q1 plus Q2 sera toujours une constante égale à Q total, le fait d'avoir mis les deux axes opposés. Et de la même façon, kappa 2, c'est la dérivée de cette
courbe. Donc ici kappa2 est plus petit que kappa2 mesuré ici. Alors, on reprend cette formule. Eh bien, l'entropie totale, c'est la somme de S1 plus S2, et donc on peut l'obtenir graphiquement ici, comme fonction de Q1, parce que Q1 c'est la seule variable finalement indépendante, Q2 en dépend comme Q total moins Q1, et l'entropie totale c'est la somme des deux courbes. Et vous voyez qu'aux extrémités, ici, eh bien, S total, qui est S1 plus S2, est à une certaine valeur, et lorsque Q1 augmente, eh bien, le fait que cette pente ici est plus élevée que cette pente, eh bien, la somme va augmenter. Et on a le même raisonnement ici, vous voyez, quand on fait la somme, le fait que ici S2 augmente plus vite que ce que S1 diminue, eh bien S total va augmenter. Et quelque part, on aura un maximum local pour la somme S total. Et ce maximum global, où est-il précisément? Eh bien, c'est lorsque la dérivée de S total par rapport à Q1 égale 0. Alors, mathématiquement, on peut le déterminer en disant que la dérivée de cette fonction de Q1 égale 0, donc ça fait ds1 sur dq1 plus ds2, il faut dériver par rapport à Q1, donc c'est une fonction composée, ça nous fait moins ds2 dérivée moins la dérivée de S2 fois moins 1. Donc ça nous fait moins, pardon, ça fait la dérivée de ds2 fois moins 1, donc ça nous fait moins ds2 sur q2 égale 0. Et donc, c'est lorsque les deux dérivées sont égales, autrement dit, lorsque kappa1 égale kappa2. Et c'est un peu aussi intuitif, on voit bien sur la courbe, le maximum de la somme ici est atteint lorsque les deux pentes sont égales. Donc lorsque kappa1, les tangentes sont parallèles, lorsque donc la dérivée kappa1 égale dérivée kappa2. Voilà, il nous reste à justifier pourquoi le maximum de l'entropie totale correspond à la situation d'équilibre. Eh bien, initialement, supposez que on est dans une situation où kappa2 est plus grand que kappa1, comme écrit ici. Donc on sera peut-être à une valeur de Q1 ici, vous voyez, où en effet la dérivée kappa2 est plus grande que la dérivée kappa1. Eh bien, comme on le voit, ça correspond à une valeur de l'entropie totale qui est plutôt faible, autrement dit, à un nombre de situations, comme l'entropie c'est le log du nombre de configurations, eh bien c'est un nombre de configurations qui est assez faible comparé à celui-là. Et comme le système bouge par hypothèse ergodique, le système bouge de façon aléatoire parmi toutes les configurations accessibles, il faut imaginer que le système peut prendre toutes les configurations ici de façon aléatoire et de façon équiprobable, mais ici il y en a beaucoup plus d'accessibles que ici. Par conséquent, de façon plus probable, on trouvera le système dans la situation d'équilibre. Faisons une analogie un peu simpliste, mais supposez une mouche dans un bâtiment, une mouche qui vole de façon aléatoire, à droite, à gauche, en haut, en bas, et se déplace comme ça un peu au hasard, de façon imprévisible. Et dans ce bâtiment, il y a plusieurs pièces. On imagine une petite pièce qui fait quelques 2-3 mètres carrés, une autre pièce, une salle qui fait 10 mètres carrés, et un grand hall qui fait 1000 mètres carrés. Eh bien, si initialement on met la mouche au hasard dans la petite pièce, elle va y rester un moment, mais une fois qu'elle aura trouvé la porte de sortie, elle va se retrouver dans la pièce plus grande, éventuellement dans le hall, et elle bouge de façon aléatoire, donc elle pourrait revenir dans la petite pièce, mais c'est très improbable. Donc si à un moment plus tard on vous demande où est-ce que vous avez le plus de chances de trouver la mouche, c'est bien sûr dans le hall qui est immense. Et bien c'est la même chose ici. La situation la plus probable, qu'on appelle la situation d'équilibre, c'est de trouver le système avec une valeur Q1 telle que l'entropie totale est maximale, mais c'est équivalent et plus simple de dire que les potentiels kappa1 égale kappa2. C'est donc la situation d'équilibre. Et il y a toujours évolution. Si on est hors de l'équilibre, eh bien, il y aura une évolution vers l'état d'équilibre. Voilà, donc on vient d'expliquer cette première propriété fondamentale de la physique statistique à l'équilibre. Et deuxième propriété qui est plutôt qui découle de la précédente, c'est supposons que le deuxième système est un système très grand, ce qu'on appelle un réservoir. Il est très grand, c'est un peu comme l'extérieur, disons l'environnement.
et il est tellement grand qu'il est non perturbé par les changements du petit système. Eh bien, on peut le représenter schématiquement de la façon suivante. Le deuxième système est tellement grand qu'à l'échelle de cet échange d'énergie, eh bien, la courbe ici ne fluctue quasiment pas, et donc on peut approximer cette courbe entropie par sa tangente. Et donc on a cette figure-là plutôt. Le deuxième système est un réservoir, donc la fonction entropie en fonction de Q2 est quasiment une application, une droite, une fonction affine, donc une droite. Et autrement dit, kappa2 qui est la dérivée, et on le suppose constant. Voilà, donc on suppose pour l'extérieur les potentiels kappa extérieur fixés, ce sont des constantes imposées au petit système. Eh bien, l'énoncé dit que la probabilité d'apparition d'une configuration du petit système est donnée par cette loi de probabilité qu'on appelle la loi de Boltzmann-Gibbs. Et donc, c'est une constante fois exponentielle moins 1 sur k fois la somme des potentiels du système extérieur fois la grandeur QJ du petit système. Donc ça nous donnera la probabilité pour que le petit système ait une valeur ou une autre de QJ. Et au passage, Z c'est une constante de normalisation, de sorte que la somme des probas est égale à 1. Mais vu que cette densité de probas dépend des paramètres fixés kappa j, eh bien la constante va dépendre aussi de ces paramètres. Et cette dépendance, c'est une fonction que l'on appelle fonction de partition. Car à toute fin utile, il se trouve que connaître cette fonction est très utile pour déduire par exemple des valeurs moyennes. Dans les calculs, c'est très pratique d'utiliser ces fonctions. Alors voici la démonstration de cette loi de Boltzmann-Gibbs. Et bien pour faire la démonstration, on va aussi s'aider du même graphique, donc de ce dessin. Vous voyez, donc là on a représenté l'entropie du réservoir comme fonction de Q2, de la grandeur Q2 dans le réservoir. Et le réservoir est tellement grand que la fonction S2, on l'approxime par sa tangente, donc c'est une fonction affine, où la dérivée est partout égale à kappa2. Alors voici l'explication d'où vient cette loi de Boltzmann. Lorsqu'on regarde la figure, eh bien, et qu'on s'intéresse à une configuration petit m donnée du système 1, eh bien, ça se voit ici. Une configuration donnée, c'est un de ces petits points qu'on a dessinés. Par exemple, pour une valeur de Q1 donnée, il y a plein de configurations petit m données. Ici, on en a dessiné 2, mais il y en a beaucoup. Et pour une autre valeur de Q1, il y a aussi encore plein de configurations petit m données. Mais si on se fixe une configuration petit m donnée et qu'on cherche sa probabilité d'apparition, donc ici, c'est un point fixé, ça va dépendre de quoi? Eh bien, ça va dépendre du fait que dans le système 2, il y a plein de configurations aussi possibles, toutes équiprobables. Donc pour cette petit m donné, ici vous avez toute cette zone assurée de configurations possibles, et pour ce petit m fixé, là vous avez toute cette zone de configuration possible. Et vous voyez que là, il y en a beaucoup plus que là. Autrement dit, la probabilité, vu que toutes les configurations sont équiprobables, la probabilité d'apparition de ce m ici est plus élevée que la probabilité d'apparition de ce m là. Et si on veut quantifier ces probabilités, eh bien, la probabilité sera proportionnelle au nombre de configurations dans le système 2. Alors c'est ce qu'on a écrit là. La probabilité de m, eh bien, la probabilité de m est proportionnelle au nombre d'états correspondant à cette valeur de Q de m, mais le nombre d'états pour le système extérieur, ici on a appelé réservoir, donc c'est S2. Et par définition, eh bien l'entropie, c'est K fois log du nombre d'états. Autrement dit, le nombre d'états, c'est exponentiel de 1 sur K fois l'entropie. Ce S extérieur, c'est l'entropie, ici S2 du réservoir. Voilà. Et donc là, on a juste écrit que la probabilité était proportionnelle à ce nombre d'états, ici correspondant à ces zones assurées. Or, au premier ordre,
eh bien, on peut penser que l'entropie S extérieure, autrement dit S2 ici, est une fonction affine. Et donc, savoir comment elle dépend de Q, donc ici la valeur de Q de petit m, eh bien c'est une fonction affine. Donc, on peut faire un développement de Taylor. Et comme on a dit, l'entropie S extérieure, c'est une fonction de Q2, mais Q2 c'est Q total moins Q1, autrement dit Q total moins Q de M. Et lorsque on fait un développement de Taylor, eh bien c'est S de Q total qui est une constante, moins la dérivée de S extérieur par rapport à sa variable fois Qm. Voilà, et par définition, eh bien, la dérivée de la fonction S extérieur par rapport à Q, c'est le potentiel. Donc c'est kappa extérieur, qui correspond à kappa 2 ici, sur la figure. Donc ça nous donne cette expression. Et lorsque cette expression, on la met ici, dans cette exponentielle, ça nous fait que la probabilité de Pm, eh bien, c'est exponentielle de 1 sur k fois cette constante. Donc c'est une constante. Mais surtout, ce qui est important, c'est exponentielle de moins 1 sur k fois kappa extérieur Qm. Voilà. Et donc c'est précisément la loi de Boltzmann-Gibbs. Donc voilà, la loi de Boltzmann-Gibbs, c'est juste en fait dire que la probabilité d'apparition d'un micro-état, c'est proportionnel au nombre de micro-états dans le deuxième système, dans le réservoir, qui sont correspondants. Et si on revient aux exemples des TD précédents, où les grandeurs conservées étaient respectivement l'énergie, le volume et le nombre de particules, et les potentiels, c'était 1 sur la température, la pression sur la température et moins le potentiel chimique sur la température, et bien cette loi générale de Boltzmann-Gibbs s'écrit, dans ce cas-là, sous cette forme. Donc la probabilité d'apparition d'un micro-état du système étudié en contact avec un thermostat, c'est une constante de normalisation fois exponentielle de moins 1 sur kT, où T c'est la température extérieure, fois l'énergie, plus la pression fois le volume du système étudié, moins le potentiel chimique extérieur, fois le nombre de particules du système étudié. Et cette loi de probabilité s'appelle la loi de Boltzmann-Gibbs, ou on appelle ça aussi l'ensemble statistique grand canonique, du fait qu'on considère comme quantité échangée à la fois le nombre de particules, le volume et l'énergie. Et la constante de normalisation, qui dépend des paramètres extérieurs, s'appelle la fonction de partition grand canonique. Donc, dans les vidéos suivantes, on fait les exercices d'application de cette loi au phénomène d'absorption.